Mon exposé s'inscrit vraiment dans la suite de l'exposé précédent. Je vais vous essayer de vous montrer comment on peut observer les reconfigurations des espaces sociaux en ligne. J'ai beaucoup parlé de Twitter, vous allez voir, mais je vais me servir de Twitter un petit peu comme d'une jauge, c'est-à-dire que Twitter est un réseau social en partie ouvert, pas complètement ouvert, mais on peut récolter en tant qu'académique, d'ailleurs n'importe qui, une partie des données Twitter pour essayer de comprendre, et c'est un des rares réseaux à pouvoir faire ça. Mais l'idée d'étudier ce réseau social, c'est qu'on va pouvoir observer sur ce réseau social des choses qui se passent aussi dans d'autres réseaux sociaux, un peu comme une jauge, c'est-à-dire que quand vous avez une jauge pour voir le niveau d'une rivière, par exemple, même si vous ne connaissez pas de manière absolue le niveau de la rivière, vous pouvez voir si ça monte ou si ça descend. Et ce que l'on va regarder, donc, c'est à travers ce réseau social qu'est Twitter, comment en fait les espaces d'opinion se déforment au cours du temps et qu'est-ce que l'on peut en dire. Alors, j'ai beaucoup utilisé des données d'un projet qu'on développe à l'Institut des systèmes complexes de Paris, qui est un laboratoire CNRS qui est là dans le 13e, qui s'appelle le Politoscope, que j'ai lancé en 2016, juste avant l'élection présidentielle, donc de 2017. Et l'idée, c'était d'observer le militantisme politique en ligne à travers ce réseau social particulier, parce que c'est un réseau où beaucoup d'hommes et de femmes politiques sont, surtout en temps de campagne. Et donc, ce que je vais vous montrer, ça concerne le militantisme politique en ligne, et pas tous les Français en général, mais on va voir quel type d'extrapolation on peut faire. Et donc, on a un dispositif que je ne vais pas trop détailler, mais grosso modo, ce que l'on fait, c'est qu'on utilise donc des outils informatiques que donne Twitter gratuitement, qui permettent de suivre un certain nombre de personnes en ligne et de suivre un certain nombre de mots-clés. Et en faisant ça, on suit, nous, à peu près 3000 personnalités politiques, donc les élus à l'Assemblée nationale, Sénat, certains maires, des personnalités de partis, des journalistes, et un certain nombre de mots-clés génériques, comme par exemple présidentielle 2022. Quand vous faites ça, donc vous êtes obligé de capter les données en flux, parce que sinon, une fois que... Enfin, c'est des données que Twitter vous donne en flux. Si vous n'êtes pas capable de les stocker au moment où elles arrivent, c'est perdu, quasiment. En tout cas, nous, on les stocke en flux donc, depuis 2016. Donc maintenant, on a 5 ans de recul là-dessus. Et ça vous donne... C'est plus tellement à jour. Maintenant, on a 400 millions de tweets depuis 2016. Donc c'est des tweets politiques. Il y a à peu près 15 millions d'utilisateurs qui ont interagi avec ce dispositif. Et donc, ce que je vais vous montrer, c'est un petit peu des coupes dans cette espèce d'immense base de données d'interaction sociale pour voir ce que l'on peut en dire. Alors, la première chose que j'aimerais vous montrer, c'est que il y a des géographies des espaces politiques, il y a même des géographies des espaces d'opinion. Dans les mondes physiques, il y a aussi de la géographie, mais c'est de la géographie physique. On sait que, par exemple, en sociologie, les principaux facteurs qui influencent la création des groupes sociaux, c'est l'homophilie, c'est-à-dire le fait de s'apparier avec des gens qui vous ressemblent, et l'influence sociale. Et l'homophilie peut être de deux types, soit de statut, c'est-à-dire que vous allez être ami avec des gens qui ont été dans la même école, qui ont la même éducation, la même religion, donc des choses qui sont assez peu manipulables, ou des homophilies de valeurs, c'est-à-dire des représentations, vous avez des croyances, et vous allez vous mettre avec des gens qui ont les mêmes croyances. Par exemple, vous pouvez être dans les mêmes groupes d'antivax, même si vous êtes très très différents des gens de ce même groupe d'un point de vue de statut. Alors, donc on a ces espaces physiques avec ces groupes sociaux qui se forment. La géographie aussi joue un rôle très important. On connaît en principe beaucoup des gens qui sont dans les mêmes espaces géographiques. Et ce que je vais vous montrer, c'est qu'en ligne, on peut aussi recréer une certaine forme de géographie. Alors, comment ça se passe ? On va beaucoup parler ici donc, de Twitter. Donc je résume très rapidement pour ceux qui ne sont pas habitués comment ça marche. Twitter, en gros, c'est une plateforme numérique. Vous ouvrez votre compte et vous êtes un espèce de journaliste indépendant qui publie des petits messages de moins de 240 caractères auxquels d'autres gens peuvent s'abonner. Et tous ceux qui s'y abonnent vont recevoir les mêmes messages. Donc là, par exemple, François Hollande a un compte Twitter et il tweet des nouvelles. Par exemple, c'est là où il a annoncé qu'il ne se représenterait pas. Et une personne qui est abonnée à François Hollande va recevoir son tweet. Et elle-même, comme elle-même, en gros, chacun est une espèce de micro-journaliste, peut décider de relayer ce qu'a dit François Hollande, ça s'appelle le retweet, donc, et de dire je republie dans mon journal, sur mon compte, le message de François Hollande, et donc une personne qui est abonnée
à mon compte va le recevoir. Quand vous faites ça et que vous observez donc Twitter d'en haut, c'est-à-dire que vous avez donc ces centaines de millions de tweets entre personnalités personnes qui interagissent sur des thèmes politiques, ce que vous voyez se dessiner, c'est des zones où les gens interagissent de manière préférentielle entre eux. C'est un peu comme quand vous étiez à l'école, une cour de copains, vous voyez des bandes de copains qui souvent interagissent entre eux, vous dites, bon là, il y a une bande de copains. Nous, on observe donc ces millions d'utilisateurs et on repère dedans les bandes de copains de manière algorithmique. On ne va pas le faire à la main, il y a 15 millions de personnes, ce n'est pas possible. Mais donc, il y a des algorithmes mathématiques qui vous permettent de repérer des zones denses dans le réseau des interactions, de dire, attention, là, il y a 3 personnes qui interagissent très fortement entre elles, elles doivent avoir un certain alignement idéologique. Alors, ce qui est important de voir, c'est que donc, sur Twitter, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Je peux partager le contenu, par exemple, de François Hollande à l'identique, et puis je peux le partager en commentant, en disant cette mesure est intéressante ou au contraire cette mesure est idiote. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les partages de contenu à l'identique. Et l'hypothèse derrière, c'est que, par exemple, notamment quand vous êtes dans un cadre d'une campagne politique, si vous relayez 10, 20 fois, 30 fois Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, c'est qu'il y a un certain alignement idéologique. Donc, on va utiliser ce genre de données pour calculer comme ça les groupes sociaux. Alors, quand vous faites ça à l'échelle donc de toutes les données Twitter que l'on a, vous avez ce genre de représentation. Ici, vous avez une carte où chaque point est un compte Twitter. Donc derrière, c'est soit une personne, soit un parti, parfois il y a des robots. Enfin, en tout cas, chaque point ici correspond à une entité qui agit sur Twitter et qui publie des choses. Et puis, il y a des petits liens ici qu'on voit, donc c'est tout ce qui est blanc derrière, c'est les chemins de circulation d'informations. Donc c'est des gens qui s'échangent des messages. Une fois que vous avez ça, vous avez ce qu'on appelle un graphe, donc, où les nœuds sont des comptes et les liens entre les comptes sont des chemins d'échange d'informations. Et ce graphe-là, on peut le traiter avec des outils mathématiques et informatiques pour détecter ces zones-là, qui vont nous donner les couleurs. Donc là, vous avez 1 couleur, 2 couleurs, 3 couleurs, etc. Et puis après, les disposer sur une image de manière à ce que des gens qui sont de même couleur soient à côté. Alors quand vous faites ça, donc ça c'est un processus complètement automatique. Et quand vous faites ça en 2016, juste avant le début de la campagne de 2017, vous avez ça, et là vous avez une espèce d'hémicycle virtuel. Ça va de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par le centre. Et cette carte-là, elle a été calculée entre août et décembre 2016. Rappelez-vous, le 12 décembre, Hollande dit qu'il ne se représentera pas. Donc on a en gros 15 jours d'interaction où Hollande est officiellement non président, et Macron est en train de constituer sa communauté ici. Donc il est en train de constituer un ensemble de comptes qui va être autour de lui, qui va relayer des informations un peu alignées. Donc cet espace-là, en fait, donc là, quand on crée ce genre d'espace sur une période donnée. Donc là, c'est 3 mois, et ça explique en ce moment comment s'organise le militantisme politique en ligne. Ce qui est intéressant déjà, c'est que vous voyez que les proximités dans cette carte-là annoncent des potentielles futures alliances. Jadot et Hamon se sont alliés en janvier. Macron s'est allié avec Bayrou et Juppé l'a rejoint. Sarkozy s'est rallié avec Fillon quand Fillon a gagné la primaire. Dupont-Aignan a rallié Marine Le Pen. Donc ici, vous avez une espèce aussi de proximité idéologique qui est reflétée sur cette carte-là. À cette époque-là, personne n'avait rallié personne. On a fait la carte avant que les gens s'annoncent. Cet espace-là se déforme au cours du temps. Alors déjà, juste une petite mention, c'est pour ceux qui s'intéressent, il y a l'article ici, mais quand on assigne donc des gens à des couleurs, donc par exemple Mélenchon, il est avec la gauche Poutou, etc., Hamon, il va être avec Montebourg, etc., on peut vérifier que ces groupements idéologiques sont corrects. Et donc ça se vérifie en allant à la main, en fait, vous vérifiez des milliers de tweets pour voir si dans les descriptions des comptes, les gens se déclarent comme pro-Macron, pro-Hamon, etc. Et on peut voir qu'il y a une correspondance donc, pour le cœur de réseau de plus de 90%. Alors, ce qui est intéressant, ce que je veux souligner ici, c'est qu'on ne va pas se placer dans tous les discours au niveau des individus. Sauf très rare cas, on ne s'intéresse pas de savoir si un individu particulier est de gauche ou de droite. Ce qu'on regarde, c'est vraiment les groupes. Et donc, quand vous regardez un groupe, avoir une précision de 90%, c'est largement suffisant pour voir comment le groupe va évoluer. Donc ça, c'est juste avant la présidentielle de 2017. Donc il y a eu quelques mois de campagne déjà par rapport à la carte d'avant. Vous voyez que Macron ici a développé une communauté assez solide, assez importante. Sur une carte comme ça, vous avez à peu près 80 000 comptes. Chaque parti politique s'est différencié, ça s'est détaché. Et donc chacun est prêt à aller attaquer le premier tour. Ce
qui s'est passé après le premier tour, hein, c'est que les deux vainqueurs, c'était Macron ici et Le Pen ici. Donc vous tirez une ligne, et vous voyez tout de suite les gens qui vont être embêtés pour savoir qui rallier. Hein. Donc, par exemple, ici, là c'est savoir bon, où est-ce qu'on va aller. Hein. Est-ce qu'on va aller plutôt soutenir Macron ou Marine Le Pen? Est-ce qu'on va faire Front Républicain ou pas? Si vous faites la même carte dans l'entre-deux-tours, vous avez ça. Ça, c'est l'entre-deux-tours. Le paysage est passé de, je ne sais pas, quintapolaire, on pourrait dire, donc 5 pôles, ou même 6 pôles, si on prend Asselineau, mais c'est vraiment des petites communautés, à 3 grands pôles. 3 grands pôles. Macron, vous voyez qu'il y a toute une partie de LR qui a rejoint Macron, hein, Le Maire, Juppé, une partie de la gauche aussi, hein, Valls, Hollande, etc. Une partie de LR qui est restée un peu dans l'environnement, la place où ils étaient avant, c'est-à-dire ils ne sont pas chez Le Pen, mais ils sont dans l'environnement d'extrême droite, Le Pen, et puis Mélenchon qui a fait son nini en refusant de se positionner entre les deux candidats. Et ici, vous avez tout un ensemble de comptes en fait, qui font de l'ingérence étrangère. Je pense qu'on n'aura pas le temps d'en parler, mais vous pouvez aller voir des articles sur le blog du Politoscope. Tout ça, c'est des pro-Trump, pro-Brexit, qui sont venus pendant la campagne et qui ont essayé d'amplifier les messages de Marine Le Pen pour la faire gagner. Ça, c'est ce qui s'est passé après la campagne. Donc le paysage est devenu triangulaire. Alors, on n'a plus du tout la même configuration qu'avant. Avant, Mélenchon et Le Pen étaient complètement déconnectés. Hein, ils étaient à l'opposé. Maintenant, en fait, il y a vraiment une passerelle. Ils sont les deux grands, on pourrait dire, partis d'opposition, hein, surtout au début où le PS et LR avaient du mal à se remettre un petit peu de 2017. Et donc, en fait, on a un paysage qui est devenu tripolaire, avec un peu quand même ici un peu de PS et un peu de LR qui sont en train de se reconstituer. Donc ça, c'est en 2018. Et puis toujours l'interférence, il y avait le début de Gilets jaunes. Ça, c'est les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, qu'est-ce qui s'est passé? Une partie, donc là, vous avez une nouvelle communauté qui est en jaune, qui apparaît, qui sont les Gilets jaunes, je les ai mis en jaune exprès, hein, pour qu'on les repère bien. Quand vous allez regarder, les contenus qui sont relayés, c'est des vidéos de manifs, c'est des choses comme ça. Alors, il y a eu beaucoup de spéculations sur d'où venaient les Gilets jaunes, il y a eu des enquêtes qui ont donné des réponses. La question, c'est est-ce qu'on peut avoir des réponses rien qu'en regardant ça? Alors, si vous regardez ça, vous voyez qu'ils se coinçaient entre Mélenchon et entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Ça peut vouloir dire deux choses. C'est soit c'est des gens qui venaient de l'extrême gauche et de l'extrême droite qui sont réunis, soit au contraire, c'est l'extrême gauche et l'extrême droite qui a essayé de relayer et de coller à ce mouvement-là pour essayer d'attraper les gens. Alors en fait, ce que l'on peut faire, c'est on peut prendre ce paysage de militantisme pré-premier tour, donc où les gens sont en train de militer pour le premier tour, donc on peut penser que leur militantisme est sincère, c'est vraiment des gens qui veulent faire gagner leur héros, et puis on peut dire, parmi ces gens-là, où ils sont dans ce paysage-là. C'est-à-dire ceux qui sont encore actifs au moment des Gilets jaunes, où ils sont, et notamment les Gilets jaunes, là, où ils étaient dans ce paysage ici. Donc si vous faites ça, vous avez ça, et donc là, c'est les gens qui sont dans cette communauté Gilets jaunes, qui militaient déjà avant, pendant la présidentielle, dans un parti. Et donc vous avez, en gros, un bon tiers de mélenchonistes, un bon tiers ici de l'extrême droite, et puis un bon tiers, donc ça fait 3 bons tiers, un peu plus que 1, donc de Hamon, Macron et Fillon. Donc là, vous voyez le côté un peu composite du mouvement Gilets jaunes. Alors effectivement, il y avait beaucoup des franges les plus extrêmes, mais il y avait aussi des gens qui venaient, des personnes qui venaient de mouvements plus modérés. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pendant le mouvement des Gilets jaunes, on pourra en parler si vous voulez, mais il y a eu aussi très fortement des interconnexions avec, encore une fois, ces comptes étrangers. Donc c'est les pro-Trump, mais aussi les pro-Salvini, etc., qui relayaient le mouvement Gilets jaunes dans leur pays pour dire « venez, il faut faire pareil », ou qui essayaient de faire l'inverse, d'attiser le mouvement Gilets jaunes. Donc là, j'ai isolé l'ensemble des gens qui faisaient les Gilets jaunes, l'ensemble des comptes étrangers. Donc par exemple là, vous avez Leave EU official, et donc il y a plein de passerelles entre les deux à ces moments-là. Et on voit que c'est des gens qui reviennent. Ça, c'est en ce moment. Alors en ce moment, vous voyez que le paysage a beaucoup changé par rapport à 2016. La gauche, c'est devenu un archipel. La droite ici est assez peu peuplée. Alors encore une fois, c'est pas parce que vous êtes peu peuplé sur Twitter que vous êtes peu faible dans les sondages, il faut faire attention, mais la variation est intéressante. Et surtout, là, vous avez une espèce de gros bloc qui va de reconquête. Ici, c'est tout autour de Philippot, donc les anti-vax, etc. Là, c'est France Insoumise. Et là, vous avez l'ERN, avec Marine Le Pen, qui a énormément perdu de militants en ligne au profit de Zemmour.
Et alors, ces choses-là se représentent de manière dynamique. On peut regarder l'évolution, la déformation. Là, vous me croyez sur parole, je vous dis il y a beaucoup de points, vous ne pouvez pas les compter. On peut analyser la déformation et en prenant ce genre de représentation-là. Si je calcule mes cartes, semaine par semaine, je vais avoir à chaque fois donc, des groupes de gens qui vont être dans des communautés. Et je vais pouvoir regarder d'une semaine sur l'autre si un compte s'est déplacé ou s'il est resté dans la même communauté que je labellise par les leaders. Alors parfois, il y a des communautés qui sont labellisées par 2 leaders. Par exemple, quand Dupont-Aignan a rejoint Marine Le Pen, il y avait une communauté qui s'appelait Dupont-Aignan-Marine Le Pen. Donc là, c'est le cas. Par exemple, là, vous êtes en 2017, 3 périodes différentes, 3 semaines, on est dans l'entre-deux tours. Là, c'est premier tour, là, c'est deuxième tour. Et là, c'est la semaine de l'entre-deux tours. Qu'est-ce qui s'est passé? Dupont-Aignan a déclaré qu'il se ralliait à Marine Le Pen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, donc lui, il avait, dans la première semaine, une grande partie donc, des gens sont restés dans sa communauté. Deuxième semaine, il se déclare en faveur de Marine Le Pen. La plupart des gens sont dégoûtés, ils s'arrêtent. Une toute petite partie rejoint ici Marine Le Pen. Et entre les deux, Marine Le Pen, elle grossit, on continue de gagner un petit peu en électeurs. Donc là, vous avez les flux. Donc la hauteur de la barre, c'est le nombre de personnes qu'il y a dans la communauté à un moment donné. Et la hauteur d'un espèce de faisceau, comme ça, c'est le nombre de gens qui vont migrer d'une communauté vers une autre. Si vous faites ça à l'échelle de toute la présidentielle de 2017, vous avez ça. Je ne vais pas le commenter parce que je vais commenter des choses plus récentes, vous pouvez le retrouver en ligne. Mais si vous voulez, ici, vous avez tous les points de bifurcation. Là, c'est la primaire de la droite, avec Sarkozy qui rejoint Fillon, Juppé ici qui disparaît, puis qui après va rejoindre Macron, etc. On retrouve en fait tous les points, les coulisses en fait, de la politique, et c'est aussi une forme de validation de ces approches-là, de montrer que quand on a des changements morphologiques dans ce genre de représentation, en fait, ça correspond quasiment au jour près à des événements politiques. Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Souvenez-vous qu'à l'été dernier, Zemmour était à peine candidat. Personne ne croyait, enfin très peu de gens pensaient vraiment que cette candidature allait aller quelque part. En septembre, il y a eu un débat Mélenchon-Zemmour. Jusqu'à là, Zemmour était dans la communauté de Marine Le Pen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit lui ou ses amis relayaient des choses de l'extrême droite, soit que l'extrême droite relayait des choses de Zemmour. Ou les deux. En tout cas, c'était dans la même sphère informationnelle. Ici, vous avez le débat Mélenchon-Zemmour. Et vous voyez là, il y a un peu de grabuge. Alors, je vais faire un zoom. Vous avez ça, voilà, ici. Donc là, vous avez MLP, Marine Le Pen. GCL, c'est Gilbert Collard. Donc MMR, c'est Marion Maréchal Le Pen. Et Zemmour, ils étaient tous dans la même sphère informationnelle. Et là, patatras, débat Mélenchon-Zemmour. La semaine suivante, Zemmour part dans une communauté avec Retailleau, Gilbert Collard, Laurent Wauquiez, MMR et Éric Ciotti, alors que Marine Le Pen, elle repart avec une toute petite fraction. Donc en fait, Zemmour a arraché une partie de LR ici, a arraché une partie de RN ici, et a formé une nouvelle communauté informationnelle. On ne parle pas d'adhésion à des partis ici, on parle vraiment de relais en termes d'opinion qui sont en fait précurseurs potentiellement d'une adhésion. Alors ce que vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que le Gilbert Collard, en fait, dès ce moment-là, il était dans la communauté informationnelle de Zemmour et pas de Marine Le Pen, et il s'est déclaré en faveur de Zemmour seulement en janvier. Pareil, Marion Maréchal Le Pen, si vous regardez, c'est le jaune ici. Elle, ça fait longtemps qu'elle est plutôt à relayer des contenus autour de Zemmour plutôt que des contenus autour de Marine Le Pen, sauf ici, et là c'est le moment où, je crois, la fille de Marion Maréchal Le Pen s'était fait agresser ou un truc comme ça, enfin il y avait un truc, et donc un fait divers qui a fait que la famille s'est un peu recomposée, mais ça a été assez bref. Et vous voyez ici Le Pen qui fait bande à part et qui part dans sa communauté. Donc là, en analysant ce genre de graphe, je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'on pourrait vraiment y passer des heures, mais on peut anticiper ou comprendre un petit peu ce qui est en train de se tramer en coulisses et voir comment évoluent en fait les différents partis. Et notamment, une des choses qui est importante sur ce graphe-là, c'est que souvenez-vous du graphe que je vous ai montré tout à l'heure avec donc de 2016, vous aviez Mélenchon, communauté respectable, Le Pen, communauté respectable, mais les deux grosses communautés, c'était le PS et LR, et puis il y avait un tout début de Macron qui commençait. Là, maintenant, aujourd'hui, le paysage a complètement bouleversé. C'est-à-dire que Macron, c'est une communauté respectable, le PS, c'est tout petit, le LR, c'est tout petit, et les grosses communautés, c'est d'abord Philippot ou Reconquête, ça dépend en fait des semaines, ensuite LFI, puis après, etc. Donc là, vous avez un paysage qui a basculé, vraiment, qui a dérivé vers l'extrême droite. Et donc, avec ce genre de représentation, on peut voir l'émergence de ces nouvelles communautés. Donc, par exemple, ici, donc, cette communauté qui est ici, ça, c'est la communauté autour de Philippot. Donc, Florian Philippot, il s'est construit une notoriété en ligne. À quel moment? Au moment du découverte du vaccin
contre la Covid. Donc là, vous avez le moment où Florian Philippot a créé sa communauté, c'est-à-dire qu'il existait avant, hein, mais il était soit dans ce côté FN, soit tout petit, etc. Ici, vous avez la communauté de Union Populaire, donc Asselineau, qui a toujours été un peu complotiste, les vaccins, les machins, 5G, etc. Et puis, au moment, ici, là, les Britanniques annoncent qu'ils ont un vaccin efficace à 90%. La semaine d'après, Philippot commence à rejoindre. Donc là, le monde commence à dire attention, on a découvert un vaccin, il va y avoir un problème sur le consentement vaccinal, comment on va faire, etc. Donc ça, c'est le 12. Hein, les Britanniques ont annoncé ça le 9 novembre, 12 novembre. La semaine d'après, donc vous voyez ici en orange, c'est là où il y a Philippot qui rejoint Asselineau, qui attrape une partie du RN qui le rejoint ici, hein, donc les militants RN, et il commence à former une communauté. Après, là, ça veut dire qu'il y a Dupont-Aignan qui est rentré aussi dans cette sphère-là. Et donc ici, 2 mois plus tard, en gros, là, vous avez bien 6 communautés distinctes, alors que là, vous en avez que 5. Donc vous avez la naissance d'une nouvelle communauté en ligne. On peut appeler ça aussi les chambres d'écho, on pourra y revenir. Mais ça, c'est un phénomène qui n'arrive pas tous les 4 matins. Ça arrivé 2 fois depuis 5 ans. Une fois avec Philippot, une fois avec Zemmour. Donc, alors après, on peut faire plein de choses. On a des interfaces qui permettent de naviguer là-dedans. Je vais aller maintenant vers l'analyse du contenu. Donc, une fois qu'on a ces cartes-là, on va pouvoir essayer de comprendre qu'est-ce qui circule et en fait, notamment, comment en fait, le contenu permet de créer ces espaces-là et comment ces espaces permettent de favoriser du contenu. Ça va dans les deux sens. Alors, première question géographique des fake news. Très rapidement, pareil, parce que c'est un peu vieux et vous pouvez retrouver ça en ligne. Si vous prenez l'espace politique tel que je vous l'ai montré là, donc ça, c'est juste avant le premier tour de 2017. On a ces communautés bien identifiées. Et vous regardez qui a relayé les fausses informations qui ont été identifiées par les décodeurs du monde, hein, parce qu'ils avaient fait une espèce de librairie de liens qui contenait des fausses informations. C'est tous les oranges. Hein. 70% de la désinformation que nous, on a observée sur le Politoscope, on avait quand même 60 millions de messages, 70% émanaient de la communauté autour de Fillon ou autour de Marine Le Pen. Et encore, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, vous avez le cœur des communautés politiques, c'est 10% de l'ensemble des comptes que l'on observe, parce que tous les 90% ne sont pas assez actifs politiquement pour qu'on puisse les catégoriser fidèlement. Donc vous avez 10%, dans ces 10%, vous avez 2 communautés, et elles produisent 70% des fausses informations. Et en vert, ici, vous avez ce qu'on appelle le debunking, ou les vérifications, donc c'est les articles des décodeurs qui ont démontré que ces informations étaient fausses. Vous voyez qu'elles circulent essentiellement à gauche. Donc en fait, vous avez là le split brain de la politique française, avec d'un côté la production de fausses informations, de l'autre côté la production de vérifications. Alors, cette tradition en fait, de faire de la fausse information continue. Alors, on a des campagnes d'agitation sociale. La dernière en date, Convoi de la liberté. Hein, Convoi de la liberté, la question, c'était, est-ce que c'est un vrai truc, hein, est-ce que c'est vraiment important, ce truc-là? Alors regardez, donc là, ça c'est l'évolution jour par jour du nombre de tweets par communauté politique. Donc par exemple, là c'est la communauté de Florian Philippot en orange ici. Hein, donc ça, et vous voyez l'échelle elle est là, donc ça veut dire qu'il a au maximum, ils ont fait 5900 tweets sur le Convoi de la liberté dans la journée. Ici, vous avez Reconquête en noir, et puis là, vous avez d'autres communautés, donc Mélenchon, Macron, etc. Et en vert, ici, c'est ce qu'on appelle la mer, donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est les 90% d'autres comptes qui ne sont pas intégrés dans des communautés politiques, mais qui sont sur Twitter et qui parlent de COP politique. Quand la mer réagit, c'est important parce qu'en fait, en gros, les communautés politiques, c'est des gens qui, a priori, changent assez peu d'opinion. La mer, c'est plutôt des gens qui n'ont pas encore formé leurs opinions ou qui sont indécis, qui peuvent bouger. Donc quand vous arrivez à conquérir la mer, c'est important. Regardez le timing ici. En fait, Florian Philippot a essayé de lancer le Convoi des libertés en disant on va faire comme le Canada, etc., où il y avait aussi beaucoup de désinformation. Ça n'a pas marché, c'est retombé. Sauf que là, ici, là, le 8, ici, au plus bas, les médias se sont dit « Ah, ben, il y a quand même quelque chose, ils vont faire une manif le samedi, on va faire des news dessus. » Paf. Alors, c'est difficile, on ne peut pas dire si c'est eux qui ont causé ça ou s'ils ont une intuition, mais quand même, il faut bien voir que le mouvement s'est essoufflé complètement. Il n'y avait pas, notamment, de gens qui discutaient dans la mer énormément sur le Convoi des libertés. Ça n'avait absolument pas touché la mer. Et à partir du moment où BFM, etc., en parle, là, vous voyez les barres vertes qui remontent énormément. Alors, et il faut voir que dans toute cette période-là, ici,
on relayait des informations qui déjà étaient fausses au Canada. Hein. Par exemple, il parlait de 50 000 camions. Il n'y a jamais eu 50 000 camions. Il y en a eu au plus 18 000. Mais bon, c'est beaucoup, mais c'est pas 50 000. Hein, il y a beaucoup de photos qui se rapportaient à d'autres manifestations. C'est très facile d'avoir une vidéo d'une file de voitures embouteillée. Hein. 700 km quand il y a les grands départs, c'est très facile. Donc en fait, c'était un espèce de coup de génie parce que vous avez du matériel de désinformation à gogo. Il suffit de dire, voilà, et en plus, il y a des camping-cars, et en plus, etc. Donc en fait, si vous regardez qui avant, donc à ce moment-là, hein, ici, là, jusqu'ici, qui relayait Convoi de la Liberté, donc c'est dans cet espace-là. Alors là, ici vous avez Philippot, ici vous avez Reconquête, hein, Marine Le Pen, ici, ça c'est Reconquête, France Insoumise, donc c'était majoritairement ici. Donc c'est ces comptes-là qui essayaient de pousser l'idée de faire un convoi de la liberté. C'était extrêmement focalisé sur l'extrême droite. Si on fait un zoom dessus, on isole que ça, c'est ça. On a un ensemble hyper connecté. Et en fait, dans ces ensembles-là, il y avait beaucoup de fausses informations. Après, BFM qui annonce, avec d'autres médias, et puis du coup, ça part. Et à ce moment-là, là, vous avez tout d'un coup, le fois d'après, beaucoup plus de comptes qui en parlent, mais majoritairement encore côté extrême droite. Alors, si vous voulez, je peux vous montrer... alors juste, je vais essayer de... Parce que, voilà, je vais vous montrer juste un petit film qui est rigolo. Voilà. Si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc là, par exemple, je m'arrête. Là, je vais vous montrer, jour par jour, comment se sont organisés les comptes Convoi de la Liberté sur Twitter pour relayer. Vous avez des points ici qui sont en orange. En fait, donc, nous, en 5 ans, on a observé plein de campagnes de désinformation, et donc on a des listes de comptes dont on sait qu'ils ont fait de la désinformation. C'est les comptes qui sont en orange. Là, les comptes ne sont pas connectés, ça veut juste dire qu'ils sont inactifs, ils seront actifs plus tard. Donc là, voilà, donc ça c'est juste pour expliquer que tout ça, ces comptes-là, c'est des comptes de désinformation. Donc là, on est 26 janvier, il ne se passe pas grand-chose. Il commence à y avoir de l'activité. Paf, voilà. Philippot, il lance le truc. Et après, ça commence à... Alors ici, vous voyez, tout ce qui est en orange, c'est des gens qui ont soit participé à des campagnes de désinformation, soit qui sont connectés avec des gens qui ont participé à des campagnes de désinformation. Il y a beaucoup d'orange. Hein. Voilà. Donc là, c'est le soufflet qui redescend. Voilà, là, ça va s'arrêter. Et puis, par contre, et là, ça commence à redémarrer, mais je n'ai pas la suite, parce que je n'ai pas eu le temps de générer la suite, mais après, donc, annonce de BFM TV, ça repart. Donc là, vous avez un... Je vais le fermer. Voilà. Donc là, vous avez donc, un exemple d'intervention en ligne pour essayer de provoquer un événement physique. Et tout le truc de ces campagnes-là, c'est de faire croire qu'il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés, hein, d'où les chiffres 50 000 camions, etc. C'est-à-dire que si tout le monde est convaincu que ça va être la fête à Paris, qu'on va tout bloquer, que ça va être un événement, c'est exactement ce qui s'est passé au Capitole. Des gens voulaient en être, donc ils sont venus, ils ont fait des kilomètres pour en être, alors que bon... Et donc là, il y a eu la même campagne de désinformation, sauf que l'essence est trop chère en France, et donc les gens n'ont pas pris la route. Voilà. Mais par exemple, aux États-Unis, il y a eu des campagnes pour essayer de lancer ça aux États-Unis, et on vient de découvrir que derrière ces campagnes, il y a beaucoup de fermes à trolls qui sont basées au Vietnam ou au Bangladesh, hein, qui poussent ces contenus-là. Il y a eu des publicités faites exprès pour lancer ça. Donc il y a toute une ingénierie en fait maintenant des mouvements sociaux qui passent par le en ligne pour aller sur le hors ligne. Donc ça c'est il y a 2 jours. Hein, vous voyez, on voit que si maintenant on regarde, donc je vous ai dit, on a répertorié tout un ensemble de comptes qui font de la désinformation. Alors ceux qui sont affichés là ne sont pas nécessairement. Là j'ai mis des labels pour se repérer. Hein. Donc, par exemple, Philippot et Zemmour n'ont pas participé à ces campagnes-là directement, ni Marine Le Pen. Mais si vous regardez où ces comptes qui ont fait de la désinformation dans ces 5 dernières années, alors c'est pas exhaustif, hein, on a référencé quelques campagnes, sont maintenant et comment ils sont connectés, vous avez ça. Donc ça, vous avez en gros, souvenez-vous de cette image qu'on avait ici, là. C'était où? Voilà. Excusez-moi, je reviens un peu en arrière. Voilà. C'est cette image-là. Ben en fait, si je retiens tous ceux qui ont fait de la désinformation, j'ai ce bout-là qui va apparaître et qui est là. Et donc, en fait, il y a une organisation, il y a une utilisation de la désinformation comme arme politique, notamment, principalement à l'extrême droite. C'est pour ça qu'on va faire un zoom là-dessus.
Alors, il y a aussi des campagnes de dénigrement. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la campagne Alain Juppé, hein, qui était l'idée, c'est de faire croire que Alain Juppé est complice avec l'islamisme radical. Si vous regardez dans le politoscope, donc nous, on a les réactions Alain Juppé, communauté politique par communauté politique. Donc, on peut voir quelles sont les communautés politiques qui réagissent. On peut voir quand la main réagit. Là, vous avez la dynamique ici. Tout ça, c'est la primaire de la droite. Oui, c'est ça, la primaire de la droite. Donc, au moment de la primaire de la droite, il fallait absolument dézinguer Juppé, autant dans le camp Sarkozy-Fillon que dans le camp Marine Le Pen, parce que si Juppé était élu, Marine Le Pen n'avait aucune chance. Dès que Juppé perd, ici, ça s'arrête. Et ça redémarre ici, les deux pics. Ça, c'est quand Penelope Gate, Juppé potentiellement peut revenir, on relance Ali Juppé. Alors, c'est des signaux faibles, hein. Regardez, c'est peu de tweets, hein. C'est 100, 50 tweets, 100 tweets par jour. Mais ça donne des indications très claires sur ce qui se passe. Et là, vous avez la répartition spatiale. Alors, en 2022, hein, on va refaire le coup. Hein. Là, c'est l'islamo-droitisme de Valérie Pécresse. Donc, par exemple, Damien Rieu, qui a rejoint Zemmour, alors qu'avant, il était plutôt côté RN, canonne en ce moment Valérie Pécresse sur le thème islamo-droitisme. Alors, maintenant, on peut revenir justement à l'islamo-gauchisme pour faire la jonction avec ce qui s'est passé, ce qu'on a vu avant. Donc, vous vous souvenez des paroles de la ministre. La question, en fait, c'est dans quelle mesure ces campagnes d'influence sont capables de s'autopropager et dans quelle mesure elles ont besoin, en fait, de l'infrastructure médiatique et de l'autorité des politiques pour se propager. Donc, il y avait la question de savoir si c'était une gangrène. Alors, dès qu'il y a eu la déclaration de la ministre, moi, je me suis dit, bon, bah, si c'est une gangrène, c'est qu'on doit en parler, quoi. Donc, je suis allé voir dans le politoscope si c'est vraiment une gangrène. Tout le monde doit en parler depuis plusieurs années. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que pendant 4 ans, nous, on a eu 41 000 tweets dans le politoscope qui parlaient de islamo-gauchisme. Ça peut paraître beaucoup, mais sur 60 millions, c'est quasiment rien, en fait. En 2 semaines, on en a eu 139 000. Donc, ça veut dire que en 4 ans, et on va voir tout à l'heure, mais l'islamo-gauchisme était principalement poussé par l'extrême droite, ça veut dire qu'en 2 semaines, la déclaration de Frédérique Vidal a fait plus pour la diffusion de ce terme que ont pu faire les équipes du RN en 4 ans. Les tweets médias, en 2 ans, vous avez eu 14 000, en 2 semaines, 19 000. Si vous regardez, avant la déclaration de la ministre, qui relayait ce genre de choses? Par nombre de fois de tweets qui portent le mot islamo-gauchisme. Là, j'ai pris le top dans le politoscope des gens qui avaient mentionné ce terme-là. Vous avez des comptes protégés. En général, les comptes protégés, c'est des gens qui veulent agir, aller faire des commentaires un peu hostiles et qui protègent justement pour pas qu'on voit qu'ils font que des choses comme ça. Donc, quand vous allez sur leur compte, vous ne voyez pas que c'est quelqu'un d'hostile, mais en fait, en pratique, il va faire des trucs. Vous avez du RN, plein de comptes suspendus. Donc, les comptes suspendus sur Twitter, en général, c'est des spammers ou des gens qui, justement, respectent pas les règles, etc. Des amplificateurs, donc des gens qui vont tweeter 90 tweets par jour pendant 4 ans. A priori, ça peut être des robots. Et des comptes supprimés. Donc, avant l'intervention des ministres, parce qu'il y a aussi Darmanin et Blanquer, sur ce terme-là, islamo-gauchisme, c'était essentiellement utilisé par des comptes d'extrême droite au comportement hostile. Et alors, on peut le voir, on peut le voir ici. C'est-à-dire que je suis allé... Alors, regardez, je peux montrer ça. Ça, c'est la courbe, en gros, cardiaque du terme islamo-gauchisme pendant 5 ans. Hein. Là, il ne se passe rien. Et puis là, c'est Samuel Paty, et là, c'est Vidal. Hein. Alors, il ne se passe rien, il y a quand même des petits pics. Alors, si vous allez voir à la main les petits pics, parce qu'un petit pic, c'est quand même, je sais pas, 508, ça peut faire... Bon. Alors, vous allez voir à la main les petits pics, vous avez ça. Donc, moi, je suis allé voir à la main tous les petits pics, et j'ai regardé tous les tweets. Enfin, pas tous les tweets, mais les principaux. Donc, ils sont intervenus, comme on l'a dit précédemment, hein, au moment des attentats, au moment de l'agression de Finkielkraut, au moment d'une manifestation islamo-gauchiste. Si vous regardez les profils des comptes qui sont intervenus à ce moment-là, on peut les catégoriser en suspendus, donc c'est les triangles, supprimés, protégés ou ronds. Rond, c'est juste un compte normal, ouvert. Hein. Et on peut les catégoriser en hostiles, donc ça, c'est tous les gens qui disent c'est fils de pute d'islamo-gauchisme ou de salmerdier, etc. Enfin, vraiment des insultes. Hein. Polarisant, c'est genre il y a les ennemis et il y a les gentils, etc. Indigné, c'est genre mais ça serait bien que le débat monte un petit peu, hein, on en a marre un petit peu de choses comme ça. Et puis ça j'ai pas mis, mais ça c'est défensif, hein, en bleu, et vert c'est informatif. C'est juste aujourd'hui à l'Assemblée, un tel a dit que l'autre était islamo-gauchiste. Donc là vous regardez tous les petits pics qu'on a analysés avant. Là vous avez les 10 premiers tweets
et les 10 tweets les plus populaires. Donc le premier carré, c'est les 10 premiers tweets. Ici, c'est les 10 tweets les plus retweetés. Vous voyez qu'il y a massivement des triangles et des carrés hostiles ou polarisants. Donc en fait, vous aviez vraiment des campagnes qui profitaient en fait d'événements du genre manifestations, etc., pour utiliser ce terme de manière très polarisante et hostile. Évidemment, quand les ministres l'utilisent, c'est assez différent. Donc là, pareil, je peux vous remontrer un... Vous allez comprendre tout de suite ce qui s'est passé. Alors, on a même du son normalement, mais si je mets le son, vous n'allez plus rien entendre. Donc là, c'est les échanges autour d'islamo-gauchisme en juillet 2020. Il ne se passe pas grand-chose. Là, vous voyez qu'il y a des petites structures qui se forment parce qu'à l'extrême droite, on commence à échanger, etc. Mais il ne se passe pas grand-chose. Je vais avancer quand même parce que pendant longtemps, il ne se passe pas grand-chose. Et encore, j'aurais pu remonter assez loin. Alors là, il s'est passé quelque chose. Voilà. Donc là, on est en octobre 2020. Il va y avoir assassinat de Samuel Paty. Hein, donc assassinat de Samuel Paty. Alors là, pardon. Le premier truc qu'on a vu là, c'était pas l'assassinat de Samuel Paty. D'abord, il y a eu une première chose, c'était Darmanin qui accuse les insoumis d'être islamo-gauchisme. Donc les insoumis répondent. Hein, et quelques jours après, il y a l'assassinat de Samuel Paty. Assassinat de Samuel Paty. On va avoir donc une structuration de l'espace du débat en ligne, très polarisé, avec une partie de la droite et de l'extrême droite qui dit bah, voilà où mène le complaisance envers l'islamisme, et puis donc Mélenchon qui se défend, enfin France Insoumise qui descend. Et puis ça retombe. On a quand même eu une décapitation, c'est retombé. Hein, ça retombe, le terme n'est plus trop utilisé. Il y a un petit peu d'activité, mais ce n'est pas une activité très importante. Et donc, tout le monde oublie, sauf qu'il y a CNews. CNews qui essaye de relancer le débat culturel et qui donc va inviter Frédérique Vidal et lui poser la question à brûle pour point. Ah, au fait, l'islamo-gauchisme, vous en pensez quoi? C'est quoi le problème? Et du coup, elle se sent obligée de se positionner en février. Hein. Donc, il y a eu un peu d'activité à l'extrême droite sur ce terme-là. CNews en parle, et paf, ça explose. Donc là, ça, c'est l'effet de l'intervention de Vidal sur islamo-gauchisme. Donc là, vous voyez que ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait tout à l'heure. Même là, mon logiciel de rendu a du mal à rendre le réseau comme il se doit. Mais ce qui va être intéressant, c'est que donc, après, ça retombe, mais pas comme tout à l'heure. C'est-à-dire que là, il va continuer à y avoir une activité. Et en fait, vous allez voir, on continue à avoir des espèces de secousses. Et donc, régulièrement, maintenant, il y a des gens qui parlent d'islamo-gauchisme encore récemment. Hein. Donc là, ça continue. Vous avez, donc là, c'est plus du tout comme tout à l'heure où on avait une espèce de boule amorphe. Là, vous avez toujours de la structure et ça continue. Donc, et ça, vous le voyez. Alors, attendez, il faut juste que je retrouve mon slide. Il est où? Peut-être là. Voilà, ça doit être là. Donc ça, vous le voyez autant dans le politoscope que sur Internet. Donc là, par exemple, alors je vais vous montrer juste après. Je vais juste préciser ça, mais ça, je viens de le dire. Hein, c'est que donc avant l'intervention de Vidal, l'islamo-gauchisme, c'était vraiment dans un contexte d'hostilité, donc comme ça a été dit très bien tout à l'heure. Après Frédérique Vidal, c'est supposé refléter une vraie réalité. Hein, ça gangrène l'université, etc. Il y a des débats à savoir s'ils existent ou pas, mais bon, voilà. Pareil, ça c'est la réaction après Vidal. Ce qu'il y avait avant Vidal, bon, ça n'a rien à voir. Hein. Et donc la question maintenant, c'est ces concepts-là qui commencent à diffuser dans le grand public, dans quelle mesure en fait ils sont les prémices d'un point de basculement de représentation collective. Donc ici en haut, vous avez l'islamo-gauchisme. Donc vous voyez, intervention de Vidal, et ça continue de monter. Là, ici, la pente de la mer, par exemple, qui est comme ça. Alors eux, ils sont à peu près plats, mais là, ça continue de monter. Donc ça veut dire que régulièrement, il y a des interventions. Vous voyez que là, donc ça, c'est Zemmour ici qui intervient. Donc Zemmour qui est vraiment sur ce terme-là en particulier. Il commence sa campagne et là, donc tous les jours, il tweete dessus. Enfin, sa communauté. En bas, vous avez le concept de grand remplacement, autre concept dont on a parlé tout à l'heure. En 4 ans, le RN en parle.
en 4 mois, l'environnement, l'entourage de Zemmour en parle encore, dépasse en fait tout ce qui a été dit en 4 ans. La même chose si vous regardez en ligne. Donc là, ce que je vous ai montré, c'est nos observations sur Twitter, mais il y a aussi d'autres biais. Par exemple, vous prenez les Google Trends. Donc Google vous donne, sans vous donner de chiffres absolus, mais vous donne l'évolution du nombre de requêtes sur un terme donné. Si vous prenez ça et vous calculez l'évolution cumulative, ça serait la somme du nombre de fois où des gens ont demandé sur Google le terme islamo-gauchisme ou le terme grand remplacement, vous avez ces courbes-là. Donc ici, vous avez islamo-gauchisme. Donc là, les gens en demandent un peu, mais modérément. Hein. Et là, c'est Vidal. Donc ça, c'est en ligne, ça, c'est toute la France. Hein, c'est 90% des Français sont sur Google. Là, vous avez l'attention française. Pareil pour grand remplacement. Attentat de Christchurch, on commence à en parler, puisque le criminel avait laissé un manifesto sur grand remplacement. Mais campagne d'Éric Zemmour, ça s'accélère. Donc, la question, c'est nos espaces politiques, là, comment ils se déforment? Si vous regardez, si vous comparez l'espace politique que je vous ai montré au début et celui qui est maintenant, vous voyez que Mélenchon ici et Le Pen, ils sont au même niveau, comme ils sont au même niveau ici. Hein? La circulation d'informations avant, elle faisait comme ça, maintenant elle se fait comme ça. Donc maintenant, le barycentre sur Twitter, hein, c'est pas forcément partout comme ça, mais le barycentre, ça passe par l'extrême droite et les antivax. Et ça, donc, alors en fait, ça a été très bien dit avant, donc je ne peux pas le relayer, mais ça a été très étudié aussi aux États-Unis pour savoir comment Trump avait réussi son ascension et à conquérir les esprits. Il y a quand même 87 millions d'Américains qui suivaient son compte Twitter. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, 51% des républicains qui sont prêts à faire 2 États, et qui disent qu'il faudrait scinder. Et en fait, donc, ils ont vraiment utilisé ce côté, ces nouvelles représentations pour les infuser dans le débat public et construire un récit de dichotomie entre d'un côté donc les blancs qui seraient victimisés et victimes donc de grands remplacements, et de l'autre côté 2 types d'ennemis, un ennemi intérieur, les islamo-gauchismes, et un ennemi extérieur, les islamistes. Et comme il l'écrivait, ça c'est en 2020, c'est avant le Capitole, il disait ça c'est les prémices de conflits intergroupes et ça va mener à des guerres civiles. Donc c'est ce qui s'est passé. Alors, juste pour conclure rapidement, alors, je détaille pas mal de choses dans ce livre-là, qui va paraître chez Flammarion le 2 mars, où je donne un peu une vision un peu plus large. C'est-à-dire que le problème principal, c'est qu'on voit qu'il y a de la polarisation. On voit que les gens se tapent dessus. On voit qu'aux États-Unis, la polarisation est déjà là. En France, elle commence à se construire. On a beaucoup parlé de l'influence du numérique sur la démocratie. Hein, capitalisme de surveillance, question de la vie privée. En Chine, en Russie, les réseaux sociaux sont utilisés pour aller chercher les opposants, contrôler la population. Toutes ces infrastructures numériques qui sont effectivement un peu angoissantes sont un vrai problème pour les démocraties pour ce qui est de contrôler les populations et de la vie privée. Mais ça n'explique pas pourquoi les populations en interne se tapent dessus. Ça n'explique pas pourquoi il y a la polarisation. Juste ce fait-là qu'on est auto-observé, que du coup on a du profilage, etc. Ce que j'explique dans ce livre-là, c'est qu'en fait, donc il y a plusieurs phénomènes qui s'empilent. Hein. Donc il y a le phénomène du numérique qui en soi amène le fait de se libérer des frontières géographiques, d'avoir des groupes très mobiles qui vont agir aux États-Unis, puis après en France, etc., qui vont dépasser les frontières géographiques. Par-dessus, il y a des couches de recommandations. Donc les algorithmes de recommandation qui sont là pour vendre des choses vont renforcer des groupes sociaux numériques. Et en fait, je ne pourrais pas développer là, mais ce que je montre dans cet ouvrage, c'est qu'il y a des théorèmes mathématiques qui vous expliquent vraiment pourquoi cette numérisation de la société aboutit nécessairement à une polarisation lorsque les algorithmes qui sont utilisés pour faire de l'intermédiation sociale sont des algorithmes qui vont maximiser l'engagement. L'engagement, c'est-à-dire ce que maximisent les algorithmes qui sont sur LinkedIn, Twitter, YouTube, etc., c'est le nombre de clics, le temps que vous passez sur les plateformes, mais aussi le nombre de clics que vous allez faire et le nombre de choses que vous allez regarder. Puisqu'en fait, quand vous cliquez, si jamais vous cliquez sur une pub, ça rapporte de l'argent, donc il faut maximiser le nombre de clics. À partir du moment où vous avez un modèle économique comme ça, même s'il est neutre d'un point de vue moral, on ne vous force pas à cliquer sur des mauvaises choses ou des bonnes choses, complètement neutre,
Ce modèle économique-là, en fait, il y a plusieurs choses qui s'ajoutent. La première chose, c'est que d'un point de vue de la nature humaine, on a des biais cognitifs qui nous poussent à aller regarder les contenus anxiogènes, parce que si vous avez un message qui vous dit « le vaccin est efficace à 90%» et un autre message qui vous dit « ça rend stérile », et vous commencez votre recherche, vous allez cliquer où? Vous allez dire « ok, 90%, je suis au courant, maintenant j'aimerais bien voir pourquoi ça rend stérile ». Et là, vous mettez le doigt dans un engrenage parce que vous allez voir d'autres choses sur la désinformation vaccinale, mais surtout, Google, Facebook, etc., ils vont apprendre que vous êtes intéressé par ce genre de contenu et vont vous en refaire servir. Donc, il y a une espèce d'effet de couplage entre nos peurs et l'intérêt des plateformes de nous recommander des choses qui fait qu'il y a des contenus toxiques qui vont se diffuser plus facilement sur le web. La deuxième chose, et ça c'est quelque chose qui est très important, c'est le théorème de von Förster, vous le retrouvez dans le livre, mais c'est que quand vous avez un système social comme on a vu, donc des gens qui s'échangent des choses, etc., il y a une notion qui est très importante, c'est la question du couplage entre les individus. Dans quelle mesure votre action est-elle informative ou va entraîner une action chez d'autres personnes? Si vous y réfléchissez, quand dans les mondes numériques, l'influence sociale est décuplée parce que les plateformes vous les mettent à disposition. Vous allez dans une nouvelle ville, vous avez des étoiles sur les restaurants, vous allez prendre celui qui a le 5 étoiles. Mais celui qui a le 5 étoiles, c'est quoi? C'est de l'influence sociale, c'est les gens qui sont venus avant vous et qui vous ont dit « allez là ». Quand vous retweetez, en fait, vous recopiez quelque chose qu'a fait quelqu'un d'autre. La même action qui est reproduite. Donc l'influence sociale entraîne une plus forte corrélation entre les comportements, et il y a le théorème donc, de Dupuy-von Förster, ou von Förster-Dupuy, qui dit que plus vous avez d'influence sociale dans un système, plus ce système-là devient incontrôlable, et elle va avoir des comportements qui vont diverger, et qui vont potentiellement aller vers des choses très toxiques ou très, très mauvaises. Et la deuxième partie de ce théorème, qui vraiment mérite des développements, c'est que plus vous avez d'influence sociale, plus votre système est prédictible. C'est-à-dire que si vous êtes Amazon et que vous faites des algorithmes de recommandation, vous, votre problème, c'est quoi? C'est d'acheminer des bouquins. Vous voulez acheminer des bouquins avant tout le monde et vous voulez savoir quels seront les best-sellers. Plus vous avez d'influence sociale dans votre système, plus vous pouvez prédire à partir du premier jour d'achat où il faut que vous acheminiez vos bouquins. Donc vous avez intérêt à mettre de l'influence sociale. Donc ce théorème mathématique que j'explique à la fin de ce livre-là vous explique que il y a une interférence en fait entre la nature humaine qui est attirée par des contenus anxiogènes. Naturellement, on a des biais de négativité, des biais de confirmation, etc. Un modèle économique qui est basé sur l'engagement et qui aussi a avantage à mettre de l'influence sociale dans le système parce que ça lui permet de mieux prédire le système. Et ça fait dérailler le système. Par-dessus, vous ajoutez une autre interférence qui est les ingérences étrangères qu'on a pu un peu évoquer là, qui est que si vous êtes capable de vous déployer sur des réseaux numériques d'autres pays et d'interagir au moment, par exemple, d'une élection, Macron Leaks, une minute avant la période de réserve, on envoie les Macron Leaks, vous influencez sur ces systèmes-là, et donc ces systèmes qui sont remplis d'influence sociale et qui sont capables de faire des grosses vagues d'un côté ou d'un autre, vous influencez le sens de la vague. Et donc la conclusion de ce livre, ce que j'essaye de démontrer, en reprenant, en fait, en balayant des sciences cognitives jusqu'à la sociologie et systèmes complexes, c'est que si on conserve les infrastructures numériques telles qu'elles sont actuellement, c'est-à-dire 2,8 milliards de personnes sur Facebook, une ligne de code qui est changée, ça change tout le quotidien de tout le monde. Si on garde ces infrastructures numériques, les démocraties sont des États transitoires. C'est-à-dire que ces infrastructures numériques sont très bien pour stabiliser des dictatures, on le voit en Chine, ça marche très bien, le contrôle social, le score social chinois, etc. Pour des démocraties, la seule chose que ça fait, c'est que ça déchire le tissu social et ça les rend plus manipulables de l'extérieur. On l'a vu, les gens qui se redéploient pour, par exemple, le convoi de la liberté. Donc voilà, après, il y a un certain nombre de mesures qu'on peut faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut agir dès maintenant pour résoudre pas mal de choses comme ça, mais il y a ce contexte-là qui est problématique. Voilà, je m'arrête là. Écoutez, je voulais d'abord remercier chaleureusement nos deux invités pour le travail salutaire qu'ils mènent. Ce sont des techniques pas faciles à maîtriser. Vous avez admiré, j'imagine, la virtuosité à la fois
statistiques, graphiques, dynamiques de ces représentations. C'était vraiment très impressionnant. Et j'espère que tout ce travail de décryptage, de démontage, de déconstruction, eh bien, nous aidera effectivement à sauver la démocratie, car on a bien compris le message final qui est quand même très, très inquiétant. Alors, je vais vous poser des questions. Vous avez commencé, Benjamin, par expliquer, par faire référence à la théorie de la censure de Pierre Bourdieu, qui est elle-même d'inspiration freudienne, hein, qui est tout à fait... voilà, on a intérêt à dire quelque chose, mais il y a des censures, et donc du coup, l'expression est toujours un compromis entre ce qu'on voudrait dire et ce que la société vous autorise de dire. Donc je pense que c'est une référence importante. Est-ce que la psychanalyse, c'est quelque chose qui compte un peu pour vous, alors vous l'avez sous la forme bourdieusienne, parce que Bourdieu a fait beaucoup d'emprunts à la psychanalyse en réalité. Hein, l'idée du refoulement, l'idée de l'inconscient, etc., est très très présente chez lui. On a aujourd'hui l'apparition, et c'est un domaine qui compte de plus en plus, des sciences cognitives dans les sciences sociales. Évidemment, c'est pas tout à fait lié à la psychanalyse, c'est quelque chose de différent, mais en tout cas, étant donné que les mécanismes liés au cerveau humain sont des mécanismes à la fois sociaux, des mécanismes à la fois biologiques, et que on pourrait avoir tendance des fois à s'enfermer en tant que sociologue dans des déterminismes sociaux, ou en tant que praticien des sciences cognitives dans des déterminismes biologiques. Je pense que le dialogue entre à la fois la psychanalyse, les sciences cognitives et la sociologie, surtout sur des processus, là on a vu des résultats agrégés de processus. Quand on voit des cartes avec 81 millions de comptes Twitter, on oublie qu'il y a des récurrences de la même situation, c'est-à-dire un internaute devant une machine, devant un écran. C'est pour ça que je pense que le dialogue entre toutes ces sciences, qui ont chacune leurs épistémologies et leur méthodologie, est pour ces sujets-là salutaire. Alors, j'imagine que vous connaissiez déjà l'un l'autre mutuellement, que vous avez l'occasion de vous rencontrer dans des colloques ou peut-être même dans des projets, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des questions à vous poser mutuellement Bon, moi, j'aurais plein de questions sur les algorithmes utilisés. Bon, en dehors de la technique, enfin, est-ce que vous avez, David Alors, le micro, rapprochez-vous du micro. Moi, ça serait un petit peu des questions sur les études qualitatives que tu as montrées, enfin, où tu montrais les trajectoires balistiques des mots. Est-ce que vous avez regardé justement sur les ensembles de vocabulaire que tu as montré? Tu as vu 2 transparents avec différents sets de jeux, des jeux de mots. Est-ce que tu as regardé dans des environnements, par exemple des plongements, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais donc, comment ces mots, les relations entre ces mots ont évolué sur plusieurs années? Enfin, quel type de données historiques en fait, vous avez pu regarder par rapport à l'évolution de l'usage de ces mots sur les dernières années? Est-ce que vous avez pu faire ça ou... Les corpus qu'on utilise, c'est essentiellement soit des corpus de presse, parce que ça nous permet de stabiliser à peu près des normes dans lesquelles, qui encadrent la production de ces mots, c'est-à-dire des normes journalistiques, des normes de ce qu'on peut dire et pas dire dans l'espace public, d'une part, et dans l'espace public journalistique, et ensuite des corpus plutôt numériques comme Twitter, qui sont sujets à d'autres normes de parole. C'est un autre espace autrement normé, Twitter, que simplement l'espace médiatique. C'est les corpus principaux sur lesquels on s'appuie. Mais vous avez, sur la presse, vous arrivez à avoir un recul historique sur plusieurs années. Enfin, est-ce que vous avez testé sur... Represse Factiva, c'est difficile parce que bon, c'est pas forcément des sites, étonnamment, comme peuvent être l'API de Twitter, par exemple. C'est pas forcément des sites qui sont simples à manipuler pour les chercheurs, qui sont pas faits pour que les chercheurs puissent en tirer des informations massives et téléchargent comme ça beaucoup de contenu de presse. Donc il y a
des bases de données avec des manquements des fois, des journaux qui n'y existent simplement pas, des fois des numéros qui manquent. Et puis il y a tout un travail d'une numérisation d'archives qui n'a pas encore été conduit par tout un tas de médias. Donc il y a quand même, au-delà des années 2000, 90, appliquer une méthodologie sur des corpus stabilisés, c'est difficile. Et est-ce que vous faites des enquêtes aussi auprès de gens pour justement, par exemple, des genres de micro-trottoirs pour savoir pour vous c'est quoi islamo-gauchisme, comme ça? Non, ça on le fait pas. Ça on le fait pas. Mais la question du rapport à l'écran, du rapport immédiat à l'information, ça commence. Je parle pour le Media Lab, hein, ça commence à venir dans nos méthodologies. Ce qu'on a lancé avec un projet qui s'appelle De facto notamment, c'est des expériences de modération de contenu. C'est-à-dire vous mettez des internautes devant des contenus estimés choquants par différentes autorités, soit par la CNIL, soit par l'algorithme de Facebook, soit par d'autres autorités. Et vous regardez comment les différentes personnes réagissent à ces contenus pour voir en un sens les grammaires qui conduisent à considérer un contenu ou pas comme admissible dans l'espace public. Et vous comparez ces grammaires mesurées chez les gens à celles en vigueur sur le web. Ça, c'est des expériences et donc un autre corpus méthodologique qu'on emploie. Oui, ce n'est pas des enquêtes en population générale, c'est plutôt ça se rapproche de l'économie expérimentale, enfin, comme méthode, hein, c'est ça. Oui. En tout cas, juste pour mentionner, par exemple sur l'islamo-gauchisme, il y avait un truc assez intéressant, c'est que si vous allez sur Google Trends, donc c'est ce service Google qui vous donne en gros comment les requêtes ont été posées. Quand vous demandez quelque chose, il vous dit quelles sont les requêtes les plus associées. Et alors, quand vous faisiez au moment de la polémique la plus associée à l'islamo-gauchisme, c'était définition. Personne ne savait ce que c'était en fait. Et après, c'était CNRS parce qu'évidemment, donc on a eu dans le Politoscope une flambée de mentions CNRS. Et alors, voilà, j'ai une question qui est quand même, enfin, est-ce que dans vos recherches, l'un et l'autre, vous pouvez qualifier les internautes en, par exemple, distinguant ceux qui appartiennent au monde de la recherche ou ceux qui appartiennent à l'administration de la recherche, et Frédéric Vidal, évidemment, en fait partie, et ceux qui sont en dehors du monde de la recherche. Parce que, alors, évidemment, il y a des personnes qui sont en situation intermédiaire. Taguieff, il est où, par exemple, hein, c'est un ancien chercheur émérite qui n'écrit plus maintenant comme il écrivait encore quand il était chercheur, quoique, enfin bon, et vous avez comme ça Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est à partir du des choses qui sont dans un débat public entre dans le milieu de la recherche, que l'on voit des chercheurs créer des observatoires de leurs collègues, etc. Et je disais souvent que les chercheurs ne se lisent pas entre eux, ils se surveillent. Hein. Mais ils se surveillent au point de se dénoncer, d'entrer carrément dans de la délation. Enfin, j'ai quelques exemples tout à fait typiques. Est-ce que vous avez les moyens de qualifier les acteurs de tous ces mouvements, de toutes ces connexions sur des critères du genre recherche, médias, peut-être des codages intermédiaires, je ne sais pas. Parce que on voit bien que dans l'islamo-gauchisme, il y a voilà, je sais pas, Elisabeth Badinter, elle a écrit des livres d'histoire, des choses assez... elle n'est pas simplement une polémiste. Bon, elle a donc une certaine renommée, je dirais pas académique, mais enfin proche de certains milieux académiques, proche de l'EHESS, par exemple, vous voyez, de ce genre de choses. Alors, on a les moyens de regarder des trajectoires individuelles et des positionnements. On ne le fait pas. En tout cas, on ne publie pas dessus. Sauf quand c'est vraiment des personnalités publiques qui notoirement se sont positionnées dessus pour des raisons déontologiques. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que, par exemple, pour ce qu'on peut faire aussi, et ce qu'on fait, hein, ce qu'il faut bien voir, c'est que vous avez plusieurs types de corpus. Donc, quand on est sur Twitter, nous, on a des espèces de cohortes de veille. Donc, on a une cohorte qui est autour de l'espace politique. Donc là, on suit des personnalités politiques et on a donc jusqu'à 2 millions de tweets par jour politiques. Après, on suit des journalistes, c'est séparé. Et là, pareil, on a des centaines de milliers de tweets. Ce qui n'empêche pas que dans cette cohorte journaliste, on a des politiques qui peuvent être arrivés, ou dans la cohorte politique, on a des journalistes parce qu'ils interagissent. Hein. Mais on crée en fait des zones où on contrôle à peu près qui est les acteurs dominants de cet espace-là.
Donc on en a un sur politique, un sur journaliste, un sur climat, un sur la pandémie. Et par ailleurs, on sort de Twitter. Donc par exemple, j'ai fait aussi des analyses sur 4chan, où on montre les interactions entre 4chan et Twitter, puisqu'ils sont beaucoup de l'extrême droite mondialisée qu'on voit qui intervient par exemple sur le convoi de la paix, de la liberté, par exemple au Canada, aux États-Unis et en France. Ils se synchronisent en fait sur des forums qui sont des forums américains comme 4chan, etc. Donc ces bases de données, on peut les analyser. Et pour ce qui est spécifiquement du discours académique, là on a d'autres outils qui sont des outils vraiment de text mining propre qui attaquent en fait les bases académiques. Et donc par exemple sur la question des fake news, tout le monde actuellement voit que fake news ça paraît un terme complètement naturel, mais si vous regardez l'évolution de ce terme à la fois en ligne, sur Google et dans le milieu académique, avant 2016, quasiment personne n'en parlait et personne ne connaissait. Donc en fait, on peut voir que directement, par exemple, l'intervention de Trump fait que ça va lancer plein de recherches sur les fake news, etc. Donc on peut faire ça. Après, on le fait, quand on le fait, c'est vraiment, et sur des personnalités, c'est vraiment avec un objectif très précis pour comprendre mieux un phénomène particulier, parce qu'on ne veut pas se transformer en je sais pas, organisme de surveillance, c'est pas du tout notre rôle. En watchdog. Voilà, nous, on est vraiment au niveau de... C'est un truc un peu délicat, justement, en recherche. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à aller vers la question de l'analyse de la politique, parce que c'est toujours un terrain glissant. Et donc, la limite, c'est on ne va jamais au niveau individuel, sauf pour des personnalités qui, notoirement, par exemple, Le Pen, Marion Maréchal, bon, c'est des gens qui sont publiquement politiques. Donc, on peut y regarder où est-ce qu'ils se baladent, mais pour les autres, on ne publie rien dessus. Oui, alors là, vous rejoignez, enfin, c'est mon expérience, parce que j'ai passé toute ma vie dans les enquêtes de la statistique publique, la recherche publique, sans jamais m'intéresser à un individu donné, évidemment. Jamais. De temps en temps, il y avait un avocat qui disait, c'est scandaleux, dans le questionnaire machin, vous avez interrogé ma cliente, etc. Et donc, me révélant l'identité de la cliente par l'action même de la protestation, alors que je ne savais même pas qu'elle existait et où elle habitait. Enfin, c'était donc, on travaille dans l'anonymat, hein, dans la recherche. Il y a la déontologie, c'est de faire des enquêtes anonymes, ou très rapidement anonymisées, en tout cas. C'est ça voilà. Mais ce qui nous a tous stupéfiés, je pense, c'est le caractère explosif de ces phénomènes d'emballement absolument explosifs qui, en quelques heures, en quelques jours, bouleversent un paysage enfin, qu'on croyait stable. Alors, ça, si je peux dire un mot dessus, ce qui est très intéressant, et je pense qu'il apporte justement au débat de recherche, c'est qu'on voit qu'effectivement ces paysages se reconfigurent très vite et que des gens bougent dans leur opinion. C'est-à-dire que nous, maintenant qu'on a 5 ans, on peut voir qu'il y a des groupes entiers qui sont passés de PS à France Insoumise, de France Insoumise aux Patriotes, etc. Donc la modification du paysage que l'on voit, ce n'est pas seulement des gens nouveaux qui se seraient mis à militer et d'autres qui seraient sortis, c'est aussi des gens qui ont changé. C'est une volatilité individuelle. Voilà. Et donc, et la question, je pense, fondamentale du numérique, c'est dans quelle mesure le numérique impacte sur les identités des personnes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des environnements qui vont, sur des échelles de temps de 3, 4, 5 ans, faire vraiment bouger les gens en les radicalisant. Et la question, c'est pas de savoir si c'est bien ou c'est mal. La question, c'est est-ce qu'on veut un espace plus radicalisé ou moins radicalisé, enfin, et ce que l'on voit, c'est il y a des hypothèses en disant c'est pas les mêmes, etc. D'autres hypothèses, non, ils changent vraiment leur manière de militer. Et pour une partie, en tout cas, c'est ce qu'on observe. Alors, y a-t-il des questions dans la salle? J'imagine qu'il y en aura.